Bienvenue sur Pogledi FR pour une chronique d'actualité dans les Balkans que vous ne trouverez pas ailleurs en français. Nous sommes le 30 juin 2022 et ceci est notre première chronique. Nous avons créé cette chaîne pour décrypter les actualités qui méritent d'être relayées en Occident et pourtant ne le sont pas, mais aussi à l'occasion pour parler d'histoire et de culture. Pour cette première, on va être minimaliste sur la forme. Avec le son mais sans images, vous aurez plus facilement l'attention pour le contenu fourni que je vais vous exposer. Avant de commencer, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine chronique si celle-ci vous a plu, et à visiter notre site www.pogledi.fr, sur lequel vous pourrez découvrir nos textes qui principalement traitent de l'histoire interdite pendant la Yougoslavie communiste, mais que curieusement s'interdisent toujours beaucoup de spécialistes des Balkans aujourd'hui, même en Occident. Pour cette première, je vais évoquer une information passée sous silence dans les médias français. Le 20 mai dernier, l'Académie des sciences et des arts de Croatie a publié un mémorandum sur, je cite, « la protection des intérêts nationaux croates ». Fin de citation. Elle se concentre sur l'adhésion de nouveaux membres à l'Union européenne. À propos de la Serbie, un passage m'a particulièrement choqué. Les académiciens disposent que pour poursuivre l'intégration à l'UE, la Serbie doit, je cite, « cesser d'inciter à l'hostilité envers la Croatie, à renoncer à la propagande grand serbe, entre parenthèses la question des Bunjevci, la fabulation Jasenovac, et le rapport envers le bienheureux Alois Stepinac, etc. » Fin de parenthèse et fin de citation. Pour ceux que ça intéresse, j'ai le lien du mémorandum sur le site de l'Académie. Je le mets en description sous cette vidéo. Alors ça aurait dû provoquer l'indignation générale. Pourtant il n'y a qu'en Serbie que ça a été le cas, et ça s'est terminé par une courte joute verbale à distance entre politiques des gouvernements de Serbie et de Croatie. Qu'y a-t-il de choquant ? Je vais vous l'expliquer. Commençons par les Bunjevci. Les Bunjevci, c'est une minorité ethnique des Balkans dont on n'est pas certain de l'origine, mais qui sont majoritairement catholiques. Vous allez comprendre pourquoi je précise. J'ai vu sur internet que cette minorité, répartie entre Serbie, Croatie et Hongrie, était estimée aujourd'hui à environ 70 000 membres. Mais pour diverses raisons, il est difficile d'en avoir la certitude. On suppose, d'après les écrivains autrichiens et hongrois des siècles passés, que c'est une population slave originaire de Dalmatie, qui a fui l'invasion ottomane des Balkans à partir du XVe siècle, pour faire souche entre la Slavonie, aujourd'hui en Croatie, l'ouest de ce qui s'appelle aujourd'hui la Voïvodine, en Serbie, et le sud de la Hongrie, qui tous étaient à l'époque intégrés au royaume de Hongrie puis à l'Autriche-Hongrie. Mais voilà qu'à l'arrivée au pouvoir des communistes en Yougoslavie, un décret est publié le 14 mai 1945. On n'ose pas dire voter pour une dictature qui n'était à ce moment pas encore reconnue internationalement. Un décret est donc publié imposant l'assimilation forcée des Bunjevci aux Croates. L'utilisation de la langue, les traditions, la culture des Bunjevci étaient bannies sous le régime communiste s'ils n'étaient pas revendiqués comme croates. Je vous mets le lien vers une photo de ce décret qui concerne aussi, soit dit au passage, une autre minorité semblable, les Shokci, sur le Wikipédia en langue serbe, en bas de la vidéo. Le document n'est curieusement pas posté sur le Wikipédia en langue croate ou celui en serbo-croate. Et ainsi, jusqu'à l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 1990, il n'y a qu'en Serbie qu'ils ont pu, malgré tout, conserver leur identité. Au point que la municipalité de Subotica, une ville au nord de la Serbie, a fini par adopter très récemment un décret reconnaissant officiellement l'identité et la langue de cette minorité dans les affaires publiques, à la grande satisfaction des Bunjevci locaux, mais aux grandes dames du gouvernement de la Croatie, qui y voit une décroatisation, bien que les Bunjevci eux-mêmes ne se soient jamais considérés comme croates, et qu'ils ont été forcés par la dictature communiste en Yougoslavie à renier leur identité. J'ajoute, pour illustrer mon propos, le lien vers une photo de la une du journal des Bunjevci, publiée en 1925, toujours sur le Wikipédia serbe, qui était, semble-t-il, le journal identitaire de la minorité, publié dans le royaume de Yougoslavie à l'époque, et sur lequel le titre d'un article interpelle. Mi nismo Hrvati, c'est-à-dire « Nous ne sommes pas des Croates ». À l'évidence, l'élite intellectuelle croate de l'Académie des sciences, pas plus que les autorités politiques de Croatie, n'a définitivement coupé le cordon avec le passé communiste totalitaire yougoslave, mais seulement quand ça les arrange. Par exemple, ils continuent de revendiquer que la Serbie aurait commis une agression sur la Croatie en 1991, ce qui est tout sauf factuel, mais ils ne voient pas d'un bon œil qu'une minorité persécutée sous le régime communiste et bien que catholique, qui est la confession dominante en Croatie, se voit attribuer dans un pays voisin la liberté de revendiquer son identité, pendant que les membres de cette minorité en Croatie et en Hongrie ont été presque totalement assimilés depuis 1945.
Si l'Académie croate pense que la Serbie doit renoncer sur son sol à respecter l'identité d'une minorité pourtant catholique pour espérer intégrer l'Union européenne, il est permis de se demander quel est le degré de respect de la Croatie, intégrée à l'Union européenne, envers la minorité orthodoxe serbe sur son sol, dont pourtant 350 000 membres ont été chassés en quelques jours en août 1995, sans que la pompeusement appelée communauté internationale n'ait jusqu'ici rien trouvé à redire. Maintenant le deuxième point. Jasenovac serait, d'après la même Académie des sciences croates, une affabulation. Que dire? Je voudrais avant tout citer ici probablement la meilleure source en français sur le sujet, qui est le livre de Marco Aurelio Rivelli, Le génocide occulté, État indépendant de Croatie 1941-1945. Je vous invite fortement à vous le procurer si vous en avez l'opportunité, car il a été publié en 1998, mais j'ai vu qu'il était disponible dans plusieurs bibliothèques universitaires en France. Ce livre est tiré de la thèse de doctorat d'histoire de l'auteur à l'université de Milan, qu'il n'avait pas réussi à faire publier en Italie pendant 20 ans, du fait de la peur des éditeurs de fâcher le Vatican. Et ce n'est qu'en 1998, 20 ans après l'obtention de sa thèse, qu'il a été publié la première fois, et ce, dans sa traduction en français, grâce aux éditions L'Âge d'Homme en Suisse. Dans ce livre, augmenté d'éléments nouveaux par rapport à sa version d'origine de 1978, il cite l'extrait du rapport d'un sous-secrétaire d'État américain de l'administration Clinton, Stuart Eisenstadt, qui avait organisé pour le département d'État américain et le musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis la conférence internationale de Washington sur les œuvres d'art volées par les nazis, à laquelle avaient participé les représentants de 44 pays. Je vais vous lire un passage de l'extrait de ce rapport, particulièrement éloquent. Je cite. Les dirigeants américains et britanniques étaient conscients jusqu'à un certain degré des actions meurtrières du régime Oustachi contre les Serbes, les Juifs et les Romanichels vivant sur le territoire contrôlé par la Croatie. On ne peut clairement dire si les chefs alliés se rendaient bien compte que 700 000 victimes, la plupart serbes, avaient été assassinées dans les camps de la mort Oustachi à Jasenovac et ailleurs, par les méthodes les plus cruelles et les plus primitives, incluant les fusillades de masse, les coups de gourdin et la décapitation. Les autorités américaines comprenaient clairement ce qui arrivait aux Serbes sur le territoire sous contrôle Oustachi, sinon aux Juifs et aux Romanichels. En août 1941, l'ambassadeur yougoslave, Konstantin Fotić, reçut du chef du bureau balkanique du département d'État un rapport décrivant la politique extensive d'extermination de la race serbe dans l'État indépendant de Croatie et relatant les massacres brutaux et atroces qui y étaient commis. Le 20 décembre 1941, Fotić appela le président Roosevelt et examina avec lui un mémorandum sur les atrocités commises contre les Serbes. Le président fut choqué par le rapport et s'étonna comment, après de tels crimes, les Serbes pourraient espérer vivre à l'avenir dans un État commun avec les Croates. Lorsque le ministre britannique des Affaires étrangères Anthony Eden visita la Maison-Blanche en 1943 pour examiner les buts de guerre alliés, il entendit l'opinion souvent répétée du président Roosevelt que l'antagonisme entre Croates et Serbes excluait leur vie commune dans un même État et que les Croates devaient être placés sous tutelle. Fin de citation. Alors, tant de négationnisme en mai 2022 de la part de l'élite intellectuelle croate, que représente le texte de son Académie des sciences, laisse pantois devant cette simple citation. Et aucune indignation occidentale officielle. Mais alors, qu'est-ce qu'a été concrètement Jasenovac? C'était un camp d'extermination créé en août 1941 sur les bords de la rivière Save, à 170 km au sud-est de Zagreb, et aujourd'hui en Croatie, à la frontière de la Bosnie-Herzégovine. Sa superficie était de 240 km². C'est le seul camp d'extermination en Europe à n'avoir pas été administré par l'Allemagne nazie, mais par son allié, l'État indépendant de Croatie, et le seul à s'être libéré tout seul. Le 22 avril 1945, sur les 1000 derniers prisonniers qui y restaient, 600 ont tenté de franchir les barbelés par leurs propres moyens, et moins d'une centaine a survécu. Quelques jours plus tard, les Oustachis brûlent les archives et le camp lui-même pour effacer le plus de traces de leurs crimes. Les sources internes à l'Allemagne nazie pendant la guerre, les sources américaines, ainsi que d'autres sources après le conflit, évaluent de 500 000 à 1 million le nombre de victimes très majoritairement serbes, puis juives et roms dans l'État indépendant de Croatie, et en particulier à Jasenovac. En fait, on ne saura jamais exactement le nombre exact, ni toutes les identités des victimes pour plusieurs raisons. La première est évidemment la destruction d'une partie des archives, d'abord en 1943, puis en avril 1945 par les criminels eux-mêmes. Ensuite par le peu d'entrain du régime totalitaire communiste yougoslave après la guerre, à faire des recherches extensives.
On dit souvent que c'était pour imposer la politique de fraternité et unité entre les peuples dans la Yougoslavie communiste, mais ce n'était pas exact. La vraie raison est que, par sa nature, le communisme est anti-serbe. Cela aussi mérite un approfondissement. La doctrine de Staline durant l'entre-deux-guerres, pour exporter le communisme hors d'Union soviétique et conquérir le pouvoir dans les pays étrangers, était la suivante. Dans les pays où il n'y a pas de classe ouvrière en nombre significatif, et où par contre il y a un peuple majoritaire et des minorités, le principe de base était que par nature, le peuple majoritaire oppresse forcément les minorités. Le Comintern doit donc systématiquement se ranger du côté des minorités contre ce peuple majoritaire. Et cela a été aussi le cas au Royaume de Yougoslavie, où le Comintern a soutenu tous les séparatismes avant la Seconde Guerre mondiale. Des attentats sont commis contre le roi Alexandre de Yougoslavie par les communistes yougoslaves, et l'assassinat d'un ex-ministre rendra le parti interdit dès 1921 en Yougoslavie, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours Staline qui dirige, car le Parti communiste yougoslave est sa filiale. Au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate en Yougoslavie, le 6 avril 1941, les communistes vont d'abord soutenir ouvertement les occupants allemands, en ligne avec le pacte germano-soviétique. Puis retournent dans la clandestinité après l'attaque de l'Union soviétique par Hitler le 22 juin 1941. Mais au lieu de rejoindre l'armée régulière du Royaume de Yougoslavie, qu'on a appelé les Tchetniks du général Mihailović, ils feront tout pour l'attaquer systématiquement en tant que représentants du pouvoir politique du Royaume de Yougoslavie, afin de réaliser ce qu'ils appellent la révolution. Et quand l'armée rouge les installe au pouvoir à Belgrade, en entrant en Serbie en octobre 1944, ils commenceront par éliminer physiquement tous ceux qui s'opposaient à leur prise de pouvoir. Les membres des partis politiques d'avant-guerre, des syndicats, des possédants, ceux qu'on qualifiait de riches, puis découperont l'intérieur de la Yougoslavie en 6 républiques socialistes, de telle sorte que le peuple serbe soit disséminé dans plusieurs entités administratives, et créeront ex nihilo des nations factices sur la base de la nation serbe, comme la nation monténégrine par exemple, alors qu'un recensement fait au royaume du Monténégro au tout début du XXe siècle, révélait qu'il vivait 97% de Serbes, ou macédonienne qui n'avait jamais existé ailleurs qu'en Grèce, forçant les Serbes de cette région, autrefois appelée Vieille Serbie, à changer la terminaison de leur nom de famille. Par exemple, les Ivanović devenaient Ivanovski du jour au lendemain, etc., etc. Les communistes yougoslaves ont d'ailleurs non seulement été aidés par l'armée rouge sur le terrain, mais aussi par les anglo-américains depuis les airs. Je vous recommande sur ce sujet notre livre Tragic Pact 1944, où vous lirez qu'ils ont bombardé les villes serbes sur commande des communistes yougoslaves, au mépris du gouvernement légal en exil à Londres, seulement parce que les communistes ne pouvaient pas conquérir ces villes des Tchetniks du général Mihailović qui venait de les libérer. Ainsi, après avoir morcelé le peuple serbe, et après avoir accepté dans les rangs de l'armée de la Yougoslavie communiste des milliers d'anciens oustachis, alors que les Tchetniks, eux, étaient, chaque fois que c'était possible, exécutés, les communistes n'allaient pas ouvrir d'enquête sur le génocide des Serbes dans l'État indépendant de Croatie. Ils l'ont minimisé autant que possible. D'ailleurs, ils n'ont jamais mis en accusation ni demandé l'extradition du chef de cet État, fantoche, Ante Pavelić, qui s'était enfui en Amérique du Sud, et c'est un citoyen serbe, pour venger l'assassinat des siens pendant la guerre, par les oustachis, qu'il a mortellement blessé au cours d'un attentat en Argentine, et il décédera en Espagne quelques mois plus tard. Et dans ce contexte-là, Jasenovac et l'ampleur des meurtres de masse des Serbes, des Juifs et des Roms dans l'État indépendant de Croatie étaient minimisés au possible, et le génocide nié. La troisième raison pour laquelle on ne saura jamais ni le nombre ni toutes les identités des victimes à Jasenovac est que les Anglo-Américains après la guerre, pour des raisons politiques, souhaitaient caresser dans le sens du poil le pouvoir communiste à Belgrade, qui allait sortir de la sphère d'influence de Staline, et ont ainsi couvert la propagande de Tito du déroulement de la guerre en Yougoslavie, pour ne pas risquer de voir revenir la Yougoslavie dans le giron de Staline, de Moscou en pleine guerre froide. C'est aussi la même raison qui les avait décidés à classer top secret l'attribution à titre posthume au général Draža Mihailović de la médaille Legion of Merit au grade de Chief Commander, qui est la plus haute distinction militaire que peut recevoir des États-Unis un militaire étranger, et décerné au maréchal Zhukov, qui a fait capituler l'Allemagne nazie, au roi d'Angleterre George VI, et au général de Gaulle entre quelques rares autres. Le général Mihailović, représentant le royaume de Yougoslavie sur son sol, était l'ennemi numéro 1 de Tito pendant et après la guerre. C'est pourquoi il l'avait fait exécuter après une parodie de procès en juillet 1946. Et il ne sera réhabilité par la justice qu'en 2015. Mais voyons où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui suit, je tire de la page Wikipédia en français consacrée à Jasenovac. Wikipédia est certes à prendre avec des pincettes parce que très souvent le contenu n'est pas objectif, il est biaisé,
mais les citations qui suivent sont des faits publics. En visite à Jasenovac en juillet 2010, le président israélien Shimon Peres déclare, je cite, « Ce camp se distingue des autres à plus d'un titre. Tout d'abord parce que les victimes n'étaient pas nécessairement uniquement juives. Et il se distingue aussi par la façon dont on y tuait les gens, à l'aide de marteaux, de couteaux, de pierres. » Fin de citation. Gideon Greif, historien spécialisé dans l'histoire de l'Holocauste, dira en octobre 2017, lors d'une conférence dans le centre de recherche sur l'Holocauste à Tel Aviv, je cite, « Le camp de Jasenovac était le camp de concentration le plus monstrueux de la Seconde Guerre mondiale, bien pire qu'Auschwitz ou les autres camps. Ce n'est pas seulement une suite de meurtres, mais le pire lieu de sadisme, de torture et en particulier pour les femmes et les enfants. » Fin de citation. Il a d'ailleurs publié un ouvrage monumental en serbe et en anglais dont le titre ne laisse aucun doute, que je traduis, Jasenovac, l'Auschwitz des Balkans, l'empire oustachi de la cruauté, dans lequel il détaille 57 méthodes d'exécution qui y étaient employées. Je vous laisse en description le lien vers son interview sur la chaîne israélienne I24 News, où il présente son livre. Et malgré tout ça, en 2016, un réalisateur croate, Jakov Sedlar, produit un film documentaire négationniste qui minimise le bilan humain. 4 ministres du gouvernement croate, dont celui de la culture, ont assisté à la projection en avant-première, et l'ont même complimenté. Des historiens y ont noté beaucoup de manipulations et de falsifications, le film a été condamné par l'ambassadeur d'Israël en Croatie, mais le maire de Zagreb de l'époque décerne au réalisateur la médaille de la ville et le président de l'université de Zagreb le nomme conseiller culturel. Tout ça, malgré la protestation de la communauté juive. Alors si en 2022, l'Académie des sciences et des arts croates considère que Jasenovac est une affabulation dont la Serbie devrait se défaire pour pouvoir poursuivre son intégration dans l'Union européenne, on ne peut que trouver assourdissant le silence des officiels de l'Union européenne. Pour finir, le troisième point. Le comportement de la Serbie à l'égard de Stepinac. Cela répond à la question qu'on peut se poser au point précédent. Pour quelle raison ce génocide a eu lieu ? Il s'agit de fanatisme religieux de l'État indépendant de Croatie et de l'Église catholique croate, dont l'archevêque de Zagreb, Alois Stepinac, était le principal représentant. Il est intéressant de noter que le livre de Marco Aurelio Rivelli, que j'ai déjà cité, Le génocide occulté, État indépendant de Croatie 1941-1945, publié pour la première fois dans sa traduction en français en 1998, a été l'année suivante publié en italien, sous le titre que je traduis, L'archevêque du génocide, Monseigneur Stepinac, le Vatican et la dictature oustachi en Croatie, 1941-1945. Dans la version en français du livre, Rivelli cite l'extrait d'un mémorandum adressé le 1er mars 1942 par une représentation des prêtres catholiques slovènes à l'évêque catholique de Belgrade et transmis par ce dernier au Vatican. En voici un extrait. Dans l'État indépendant de Croatie, tous les évêques et les prêtres orthodoxes ont été soit tués, soit emprisonnés, soit enfermés dans des camps de concentration. Leurs églises et leurs monastères ont été détruits et leurs biens confisqués. L'objectif fondamental des hommes politiques de Zagreb a été d'éliminer la population serbe en Croatie. Les conversions religieuses effectuées en Croatie n'ont eu aucune base de conviction et ont représenté une procédure humiliante, tout particulièrement pour l'Église catholique, dont le prestige et la dignité ont été profondément ébranlés. Les conversions, qui, selon les enseignements de l'Église catholique, devraient être tenues pour nulles, sont si nombreuses que les évêques croates, pendant la conférence du 17 novembre 1941, ont formé 2 comités pour étudier le problème. Les conversions forcées en masse des Serbes, les tortures infligées à leurs prêtres, la destruction de leurs églises et de leurs monastères ont eu lieu, a-t-on dit, dans l'intérêt supérieur de l'Église catholique. La conversion, ou plus exactement la croatisation des Serbes, a constitué un but commun de l'épiscopat croate et du gouvernement oustachi. À présent, nous comprenons, déduisent les Serbes orthodoxes, pourquoi aucun évêque en Croatie n'a fait entendre sa voix pour notre défense. Un tel héroïsme apostolique aurait été nécessaire pour sauver l'honneur de l'Église catholique et son prestige dans les Balkans. Nous vous prions, votre éminence, de transmettre la présente lettre au Saint-Siège. Fin de citation. Les principaux idéologues de cette politique d'extermination des Serbes étaient Ante Pavelić, le chef de cet État fantoche croate, et Mile Budak, son ministre des Affaires étrangères, qui sera par ailleurs l'auteur de la solution finale du problème serbe, entre guillemets, qu'il exprimera succinctement dans ces mots d'ordre restés dans l'histoire, en tuer un tiers, en chasser un autre tiers et en convertir au catholicisme le dernier tiers. Pavelić réussira à s'enfuir en Argentine sans que, je le rappelle, après la guerre, les autorités communistes ne réclament son extradition pour le juger, alors que Budak a été capturé par les Britanniques en Autriche dès la fin de la guerre et remis aux partisans communistes qui n'avaient d'autre choix, afin d'asseoir leur autorité sur la Yougoslavie qu'ils venaient de conquérir, que de le juger sommairement et le pendre moins d'1 mois après la fin de la guerre. Le peuple majoritaire en Yougoslavie restant toujours les Serbes en 1945.
Pourtant, dans les années 1990, des rues dans de nombreuses villes en Croatie ont été baptisées du nom de cet idéologue du génocide, ainsi que d'autres criminels oustachis. Aujourd'hui, il en reste une dizaine, en Croatie et dans l'entité croate de Bosnie-Herzégovine, comme à Mostar. Pour préciser le contexte de l'époque, rappelons que l'État indépendant de Croatie a été proclamé le 10 avril 1941, soit 4 jours après l'invasion du royaume de Yougoslavie par la Wehrmacht, alors que les combats duraient encore. Au passage, je vous invite à vous procurer notre livre, Le royaume de Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale, qui présente avec beaucoup de photos et de cartes le strict minimum à savoir sur le déroulement du conflit, et que vous pouvez trouver en librairie ou sur notre site web, mais aussi dans quelques bibliothèques en France. Cet État indépendant de Croatie a été créé avec le soutien et l'autorisation d'Hitler sur un territoire qui englobe géographiquement en gros la Croatie et la Bosnie-Herzégovine actuelle, et même une petite partie de la Serbie, puisqu'elle s'étendait jusqu'à Zemun, qui est séparée de Belgrade par la rivière Save, et est aujourd'hui sa banlieue. Jusqu'à la capitulation de l'Italie fasciste, devant les horreurs commises à l'encontre des Serbes, des Juifs et des Roms, qui écœuraient les troupes d'occupation italiennes, ces dernières ont étendu leur zone d'occupation au détriment de l'État croate, chassant les Oustachis par 2 fois vers le nord depuis la côte adriatique, pour protéger la population et empêcher les meurtres de masse. Stepinac avait œuvré dès le début pour que le Vatican établisse des relations diplomatiques avec cette Croatie oustachie. Il tenait Pavelić informé de ses démarches en ce sens, et il avait cautionné de la participation de prêtres, moines et non-catholiques croates à la vie politique et militaire de l'État oustachie. Cette Croatie est quand même, à ma connaissance, le seul pays en Europe dans lequel des nonnes catholiques ont défilé derrière une armée nazie, en l'occurrence la Légion noire oustachie, qui partait en Russie sur le front de l'Est. Pour bien prendre conscience de la situation, on peut la résumer ainsi. Les Italiens, majoritairement catholiques, écœurés par les horreurs commises par les oustachis croates, catholiques, avaient pris l'initiative, pour protéger les non-catholiques, d'augmenter leur zone d'occupation de la Yougoslavie au détriment de l'État indépendant de Croatie dont ils étaient pourtant les alliés. Et lorsque les Italiens prendront ces initiatives, Stepinac, l'archevêque de Zagreb, protestera auprès de l'ambassadeur d'Italie. Ces initiatives auront pour résultat, dans les zones conquises par les Italiens sur les oustachis, de permettre aux églises orthodoxes serbes d'ouvrir de nouveau et les massacres avaient cessé. Durant toute la guerre, jamais Stepinac n'a condamné l'exécution des rabbins, des prêtres et moines orthodoxes serbes par l'État croate, dont il y a une liste nominative non exhaustive dans le livre de Rivelli. Pendant toute la guerre, il continuait à fréquenter les responsables des massacres de Serbes et de Juifs, qui avaient lieu, comme beaucoup en témoignaient, au grand jour, au contraire de l'Allemagne nazie qui cachait aux Allemands l'extermination des Juifs. Stepinac avait même aidé ces criminels oustachis à fuir à l'étranger à la fin de la guerre. Il n'a excommunié personne pour avoir participé aux crimes et aux conversions forcées au catholicisme, à l'exception, d'après ses défenseurs, de 3 religieux, dont Fra Satana, frère Satan, tel qu'était surnommé par les prisonniers le moine franciscain Miroslav Filipovitch Majstorović, qui commandait un temps le camp d'extermination de Jasenovac, et qui égorgeait les victimes de ses propres mains. Stepinac s'était informé de l'existence des massacres et des camps dont celui de Jasenovac, mais ne s'était jamais exprimé publiquement sur ces questions. A contrario, il avait informé le pape Pie XII en mai 43, de la conversion au catholicisme de 250 000 Serbes orthodoxes. 250 000. 2 ans avant la fin de la guerre, et combien d'autres après. Stepinac a été condamné à 16 ans de prison par le régime communiste, commué en résidence surveillée dans son village natal, et décédera dans son lit. C'est pourtant ce même Stepinac que le pape Jean-Paul II a béatifié en 1998, première étape vers sa sanctification. La sainteté dans la théologie catholique étant, je cite dans le livre de Rivelli, l'ensemble des perfections morales. Je vous laisse juge de la moralité et sa perfection chez Stepinac. Cette béatification a profondément choqué les Serbes et les Juifs, et le pape François a temporairement gelé la poursuite du processus de sanctification, afin d'étudier plus amplement le rôle de Stepinac dans la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, en parallèle, en 2016, Stepinac a été réhabilité par la justice croate, sa condamnation d'octobre 1946 ayant été totalement annulée. Avec en plus une telle position de l'Académie des sciences et des arts de Croatie, qui, je le rappelle, décide que la Serbie doit renoncer à ce qu'ils appellent le grand serbisme, slogan qu'ils ont au passage repris des communistes yougoslaves qui l'utilisaient depuis les années 30, et qui consiste, selon l'Académie, à renoncer à reconnaître l'identité des Bunjevci, à admettre Jasenovac comme étant une affabulation, et à mieux considérer Stepinac. Il ne faut pas s'étonner si les messages à caractère raciste anti-serbe pullulent en Croatie depuis son indépendance. Il suffit d'avoir un véhicule avec une plaque minéralogique serbe pour le voir dégradé par un sigle oustachi fait par un courageux anonyme, ou des graffitis sur l'une ou l'autre des infrastructures publiques. Même lorsque des Croates expriment publiquement des positions politiques raisonnables à l'égard des Serbes, ceux-là sont insultés et accusés d'être des suppôts des Serbes.
C'est bien triste, et cela ne présage rien de bon pour l'avenir dès lors qu'une grande puissance aura décidé d'y raviver les tensions. Il y a hélas ici les ferments pour activer un possible conflit à venir. Voilà, c'est la fin de cette première chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y avait encore tant de choses à dire, mais je crois que l'essentiel est là. Je vous donne rendez-vous d'ici environ une semaine pour la prochaine. Je voudrais remercier Mile Lukic de Birmingham en Angleterre, sans qui jamais cette chronique n'aurait en pratique pu voir le jour. Si vous souhaitez nous soutenir, pour faire vivre cette chronique, n'hésitez pas à faire un don sur notre compte Tipeee, dont le lien est en description sous la vidéo. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine chronique, à vous abonner à notre compte Twitter, @pogledyfr, et à visiter notre site internet www.pogledy.fr, sur lequel vous pourrez découvrir nos textes. À très bientôt sur notre chaîne.